Trimétalleux, c'est le podcast de Ouest France qui vous parle de rock et métal en Bretagne. Depuis tout petit, j'entends dire que la Bretagne est une terre rock. Mais d'où ça vient ? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans ce premier épisode de Trimétalleux. Il faut remonter aux années 60. La France se déhanche au son de la musique yéyé et du jazz. C'est l'époque de Salut les copains, l'émission de radio diffusée sur les antennes d'Europe 1. La Bretagne héberge de nombreux ports aux circuits américains et britanniques. C'est la première porte d'entrée du rock en Bretagne. Vont s'échanger CDs et instruments, en grande partie guitares et amplis. La région se trouve aussi à proximité des côtes. Certaines radios françaises captent même les ondes des radios pirates anglaises. Mais pour la plupart des Bretons, le rock c'est la musique du diable, le son des jeunes rebelles. Le disquaire indépendant Disque 2000 ouvre à Rennes en 1969. La boutique devient un lieu de rassemblement de passionnés. Les rockers y vont pour dénicher des vinyles de rock anglais et américains. Rolling Stones, les Beatles, Jimi Hendrix, Étienne Dao, les Marquis de Sade et les créateurs des transmusicales y ont tous mis les pieds, pour repartir avec des galettes qui vont influencer leur musique. Les années 70 sont les années des bals rock avec des groupes de reprises. Il n'y a pas de salle de concert, alors on se produit dans des boîtes, des cinémas, là où on peut. Les Marquis de Sade, groupe de 4 copains rencontrés au lycée qui chantent en anglais, français et un peu en allemand dans un mélange de rock avec de la musique électronique, font entrer la New Wave sur la scène rennaise. Conrad Fight. Ce genre surprend leurs premiers spectateurs qui montreront leur désapprobation à coups de boulons et de canettes. Effectivement, on est bien loin de ce que la Bretagne propose traditionnellement. De la musique celtique et folklorique. En 1976, la liaison Saint-Malo-Portsmouth est maintenant possible en ferry. Les Bretons, réputés grands voyageurs, filent de l'autre côté de la Manche pour chercher de nouvelles sonorités. Les Anglais s'y connaissent bien en rock. Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple, Black Sabbath. Les Bretons en redemandent et veulent les voir jouer en terre celte. En 1978, deux cousins de Landerneau, Pierre et Jean-Paul Billan, organisent les premiers concerts du genre dans des champs de la commune à quelques kilomètres de Brest. Ces rendez-vous musicaux chamboulent la petite ville aux 1300 âmes, traditionnelle et sans dynamisme. Les deux cousins ont de l'ambition et veulent voir encore plus grand. Été 78, ils recrutent Gérard Pont, libraire de Brest, mélomane, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger. Moi j'habitais Brest, et Brest c'était vraiment le bout du bout. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de TGV, il n'y avait pas d'autoroute, et donc vraiment les artistes s'arrêtaient à Rennes ou à Nantes. Et quand vous voulez voir un concert, il fallait aller. Moi j'ai vu Bob Dylan la première fois à Nantes, j'ai vu, les premiers groupes que j'ai vus c'était vraiment à Nantes ou à Rennes. Et je trouvais ça un peu triste que nous n'ayons pas nos concerts, donc j'ai commencé à organiser des concerts d'artistes français, Yves Simon, Bernard Lavilliers, Aristide Padigro, Jacques Bertin, enfin des artistes qu'on connaissait, qui étaient connus à l'époque. Un jour, ils sont venus me voir en me disant, on vous a organisé un festival, est-ce que tu veux être des nôtres ? Voilà, j'ai pas hésité une seule seconde. Je ne savais pas ce que c'était vraiment organiser un festival, et on s'est retrouvés donc tous les trois à imaginer qu'on allait faire venir Neil Young, Bob Dylan, Springsteen. On avait des rêves de fou. Ouais. Pierre et Jean-Paul s'occupent de l'affiche, Gérard de la com et de la promo, et René, prof de physique, de la direction technique. Il ne reste plus qu'à trouver un lieu. Le champ de leur ami à Irvillac, dans le Finistère, fera pleinement l'affaire. Une structure de gare fait office de scène, et on retourne des palettes de pommes de terre pour en faire des barres de fortune. La citerne d'eau étanchera les soifs. On installe une aire de camping à cheval sur 2 champs. D'un côté les hommes, de l'autre les femmes. Au matin du 14 juillet 79, c'est le jour J, et les premières emmerdes qui vont avec. Le loueur du groupe électrogène exige un paiement immédiat. Pas de groupe électrogène, pas d'électricité. Pas d'électricité, pas de sono. Et pas de sono, pas de festival. Le flûtiste de Panera avance la somme avec l'argent de sa tournée. Quelques heures plus tard, les premiers festivaliers en provenance de tout l'ouest de la France foulent la pelouse de ce premier festival rock français. Environ 5000 fêtards piétinent dans le champ au rythme de John Martyn, Richard and Lida Thompson et Dan Arbraz.
Tous ces artistes ont dit oui à Pierre qui est allé les chercher directement chez eux. Littéralement, il est allé toquer à leur porte. Et Pierre Billon donc, est parti lui en Angleterre. Alors il n'a pas eu Neil Young, il n'a pas eu Bob Dylan, il n'a pas eu Springsteen, mais il est revenu avec des folkeux qui étaient des stars. Et c'était assez simple parce que d'abord les folkeux ils venaient juste avec une guitare, hein, et il y avait la liaison Roscoff-Plymouth ou Plymouth-Roscoff, donc c'était assez simple pour eux de venir. Ce premier festival rock attire l'attention des médias qui le présentent comme le Woodstock breton. La bande de potes rêve déjà d'organiser un deuxième festival. Mais du côté de la commune, voir défiler des jeunes folk parasés, les cheveux longs et détachés, ça tient plutôt du mauvais œil. Alors ce sera non pour une seconde édition. Elixir 1980 n'a d'autre choix que de prendre le large direction Plounéour 13, face à la mer. Mais le terrain est humide. Un pas et on s'enfonce jusqu'aux genoux. Les organisateurs font venir des semi-remorques chargées de sable pour les vider sur le terrain. Encore une fois, c'est Pierre qui est chargé de récolter des artistes. Murray et Donovan sont de la partie. Pierre est allé chez Murray le convaincre, alors que tous les producteurs de Murray ne voulaient pas qu'il chante en France, en tout cas pas en Bretagne. Il était une superstar, il avait fait un tube qui s'appelait Say It Joe, mais il n'avait pas fait de concert en France. Elixir 81 surfe sur le succès du rock en France et s'impose sur scène avec les Inmates, Hazel O'Connor et America, venus tout droit de Los Angeles uniquement pour l'événement. Et pour la modique somme de 200 000 francs, du champagne, du Bordeaux millésimé et bien évidemment une limousine pour chacun des membres. 20 000 jeunes sont attendus pour cette édition à Plomodierne. « 1982, on prend les mêmes et on recommence. La ville de Saint-Pabu accueille désormais un festival national. Chaque année, le public attend plus que la précédente. Et chaque année, le cachet des artistes augmente. Le rock s'engouffre dans l'engrenage de la société de consommation. C'est 30 000 festivaliers qui ont assisté au concert de Jimmy Cliff, Moon Martin, Randy California, Joe Jackson, Echoes and the Bunnymen et plein d'autres. Elixir 83 ne reverra pas le jour à Saint-Pabu, qui refuse un retour des rockers. C'est Guéhenno, petite commune de 840 habitants dans le Morbihan, qui devient la terre d'accueil du festival. 5 hectares de festival, 40 000 watts de sono et une garantie de 10 millions pour rassurer les paysans. Elixir y reste jusqu'en 85, sous le nom de Roxen. Avec les Clash, Cure, Depeche Mode, Stranglers, Téléphone, Tok Tok, Nina Hagen, enfin bon bref, une flopée d'artistes. En même temps, une opportunité unique à proposer au festival. Mélina Mercouri, ministre de la Culture grecque et chanteuse, a proposé de créer Athènes, capitale européenne de la culture. L'agence de voyage Nouvelles Frontières y voit une opportunité de développer son commerce et propose à Billan et ses amis d'exporter Elixir sous le nom de Rock in Athènes. Et ils ont fait appel à nous, les petits Bretons. Il n'y avait pas de festival à l'époque, hein, mais on avait 25 ans, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fout là ? On avait eu des réunions avec le ministère de la Culture. Je me suis dit, mais comment ces gens-là nous font confiance ? On a 25 ballets, on va réunir 80 000 personnes dans un stade. Mais une surprise guette Roxen. Sauf que Pierre Billon, qui était le président de l'association Elixir, avait oublié de nous dire qu'il avait un contrôle fiscal sur l'association parce que c'était très complexe. C'est-à-dire que aujourd'hui encore, si vous avez un bar dans votre festival, si le bar est ouvert pendant les concerts, vous ne payez pas la même TVA que s'il n'y a pas de bar. Ça nous a réclamé 1 million de francs sur les 3 années précédentes parce que nous n'avions pas payé la TVA sur les bars. Juste 3 jours avant le festival Elixir en 85 à Guéhenno, le fisc est passé dans tous les points de vente. Et on s'est retrouvé sans argent parce qu'à l'époque, ça se passait comme ça, vous mettiez les billets en vente chez les disquaires, à la FNAC, et puis vous passiez chercher l'argent la veille et vous payiez toutes les dépenses avec ça. Et là, il n'y a pas d'argent. Cette année 1985, en plus d'Elixir et d'Athènes, la bande d'amis crée le frère jumeau du festival à Toulouse, avec la même affiche. Mais il ne trouve pas son public et devient un fiasco. Parce que nous avions les mêmes artistes à Guéhenno et à Athènes une semaine plus tard. Pour les Anglais, c'était les mêmes gens. Vous ne pouvez pas leur expliquer, oui, mais ça c'est l'association, alors qu'à Athènes, c'est Rox. Pour eux, c'était les mêmes gens, Pierre Billon, Gérard Pont, Gérard Lacroix. Donc on ne pouvait absolument pas annuler Guéhenno parce que ça voulait dire que les Clash, Depeche Mode, ils ne seraient pas venus à Athènes. Or, à Athènes, c'était notre boîte et il y avait des gros enjeux.
Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go then Le festival de Guéhenno amortit celui de Toulouse. L'argent de Nouvelles Frontières paye celui de Bretagne et doit en plus avancer Athènes. Si les préparatifs de Rock in Athènes se passent pour le mieux, au petit matin, On voit arriver des émeutiers, quoi, qui commencent à mettre le feu dans les voitures, qui commencent à attaquer, la police débarque. Alors, on essaie de savoir pourquoi. Alors, il y a plusieurs raisons. Je n'ai jamais établi la bonne raison. Certains disent que c'est parce qu'on n'a pas pris de groupe grec. En fait, on avait pris un groupe grec. Bon, bref. Là, ça a commencé vraiment à être violent parce que les gens jetaient des bombes lacrymogènes. Enfin, c'était... a débarqué le ministre de l'Intérieur qui nous a dit écoutez, il faut absolument laisser rentrer les gens gratuitement parce que sinon la ville va être en feu. Ça va être Donc on a laissé entrer 80 000 personnes, enfin pas 80 000 parce qu'il y en avait 15-20 000 qui avaient payé. Je me souviens, il y avait les dépêches modes qui étaient planqués dans leur camion prêts à repartir. Alors c'était vraiment, il y avait quand même un peu de panique. Les concerts ont eu lieu. On a aussi été le premier festival au monde à mettre un écran géant au-dessus de la scène. Il y avait des échafaudages, on aurait dit des échafaudages indiens, quoi. Ça paraissait très fragile. Sur ce gros échafaudage, au-dessus de la scène, qui était une très belle scène ronde, il y avait cet écran qui retransmettait en direct les concerts. Et ça, c'était jamais vu. Et donc, à la fin en tout cas du festival, quand Nouvelles Frontières était venu nous voir et que c'était notre boîte, Roxane, on avait dit à Nouvelles Frontières, mais c'est pas parce qu'on est des gamins que vous allez nous avoir. On va faire une coproduction à 50-50. Sauf qu'évidemment, à la fin du festival, les Nouvelles Frontières nous a dit écoutez, on est à 50-50 et comme il n'y a pas eu de recette, vous devez la moitié des dépenses. Et donc, ça a été vraiment une période extrêmement douloureuse parce que là, non seulement notre boîte n'avait pas touché un centime sur la partie élixir puisqu'il y avait eu ce contrôle fiscal, et deuxièmement, sur Athènes, non seulement nous n'étions pas payés, mais en plus, il a fallu qu'on rembourse nos dettes. en 1985, c'est la fin d'Elixir. Mais pas du rock. Le genre poursuit son chemin, de nouveaux artistes s'en emparent et proposent un mariage inattendu. Avec la culture bretonne, ce que je vous raconterai dans le prochain épisode.